Merci Madame la déléguée. Je suis très heureux d'intervenir devant vous pour la troisième fois dans ce cycle commémoratif des 80 ans de la libération et de la victoire, qui est le thème d'aujourd'hui. Et je suis aujourd'hui, comme d'habitude, accompagné par Madame Aurélia Duvigneau, qui est notre directrice de la communication au sein de la mission Libération. Pourriez-vous envoyer la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Allez-y. Voilà. Le président de la République, vous l'avez rappelé, Madame, a souhaité organiser un cycle commémoratif de 2 ans, de 2023 à 2025, avec une mission d'une vingtaine de personnes. Cette mission est présidée par l'ambassadeur Philippe Etienne. Au sein de cette mission interministérielle, nous avons également un renfort d'un comité scientifique et d'orientation regroupant les meilleurs experts de la Seconde Guerre mondiale et qui nous ont permis de découvrir un certain nombre de dimensions commémoratives qui étaient jusqu'ici restées un petit peu dans l'ombre. L'objectif du président de la République était bien de nous permettre d'honorer toutes les mémoires, à la fois par une action centrale menée par la mission que je vais vous décrire, mais également par une action délocalisée. Et ça, c'est extrêmement important, car les 3 mots d'ordre, en quelque sorte, qui ont guidé notre action, sont tout d'abord s'adresser à la jeunesse, ensuite être au contact de tous les territoires, et enfin donner une dimension véritablement numérique à ces commémorations, alors même que 80 ans après, les derniers témoins continuent à nous transmettre, mais nous savons bien que c'est le dernier instant pour pouvoir capturer en quelque sorte leur expérience. Ces commémorations, vous l'avez rappelé, ont balayé le cycle 23-25 en commençant, et c'est extrêmement important, par le ralliement des Outre-mer, puis la libération de la Corse en septembre-octobre 2023, 80 ans de 1943, mais également des grandes commémorations qui ont été organisées par la mission Libération. Vous avez à l'écran, sur la ligne du haut, en images, les livrets commémoratifs que nous avons réalisés à l'occasion. En haut à gauche, le premier des livrets présentait le débarquement de Normandie le 6 juin. Je vois, avec le thème du scénario Polaris, que finalement pas grand-chose n'a changé sur les côtes atlantiques. Le deuxième des livrets traitait du débarquement de Provence et le troisième, je vous ai fait figurer à l'écran celui de la libération de Strasbourg qui a en quelque sorte conclu la campagne d'Alsace après des combats extrêmement durs. Ce qui est très important à noter, c'est que lors de ces commémorations, il y a eu à la fois une énorme présence internationale, en particulier pour les commémorations des 2 débarquements, où à chaque fois, en Normandie puis en Provence, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient soit présents, soit représentés par leurs ambassadeurs. Nous avons également eu une ferveur populaire extrêmement importante qui s'est traduite par la présence d'un public nombreux et en particulier par beaucoup de scolaires qui avaient travaillé le thème avec leurs enseignants de façon à être présents de manière active lors de ces commémorations. Dans quelques heures, les différentes interviews qui vont avoir lieu pour la journée du 8 mai vont nous permettre de développer les résultats d'un petit sondage que nous avons réalisé en fin d'année dernière et qui prouve tout l'intérêt de nos concitoyens pour ces commémorations. Je vous propose également de découvrir sur la ligne du bas des activités qui ont été menées en lien avec notre conseil scientifique et d'orientation, également tourné vers la jeunesse. Nous avons en particulier organisé avec l'UNESCO ce qui est appelé un campus XL au profit d'environ 200 jeunes qui ont pu visionner un film commenté, La plus précieuse des marchandises, un film extrêmement épouvant que nous avons pu projeter à l'occasion du 80e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz.
Nous avons également à Reims, avec le concours de Sciences Po, pu organiser un colloque au profit également de la jeunesse, ce colloque plus tourné sur les opérations militaires. Je vous propose de passer à la diapositive suivante, qui va illustrer parfaitement, après cette vision un peu internationale et centralisée, la manière dont nous avons, à la fois vis-à-vis de la jeunesse, mais également au sein des territoires, pu conduire l'action avec deux relais absolument essentiels. Le premier de ces relais, c'est le réseau préfectoral qui a été extrêmement mobilisé, et le second relais, c'est le réseau académique avec des rectorats et des enseignants qui ont été particulièrement mobilisés. Vous voyez sur la diapositive partie gauche, sur le site internet de la mission, que je vous encourage à aller consulter, missionlibération.fr, cette carte interactive qui décrit la totalité des événements qui ont eu lieu pour illustrer en quelque sorte la vague de la libération, à la fois depuis les plages normandes ou depuis les plages provençales jusqu'à, il y a maintenant 2 jours, la conquête du Berghof et la deuxième division blindée qui a saisi le nid d'aigle d'Hitler en Bavière. Tous ces événements ont été labellisés par la mission Libération. Le total des petites pastilles que vous avez sur l'écran est d'environ 5000 projets, dont 2000 projets pédagogiques, avec un volume estimé d'environ 60 000 scolaires qui ont donc été concernés par ces travaux sur la libération. Nous avons sur notre site également créé, en lien avec la DGESCO, c'est-à-dire l'Éducation nationale, un site enseignant qui donne du matériau pour les enseignants pour faire travailler leurs scolaires. Et ça sera en particulier assez important à l'occasion de la rentrée scolaire 2025, qui, il y a 80 ans, s'était déroulée dans des conditions assez particulières, alors que la paix était revenue. Je vous propose de passer à la suivante. Nous avons également, je vous parlais de cette troisième orientation sur le numérique, c'est une instruction particulière que nous avons reçue de M. Lecornu, le ministre des Armées, qui souhaitait que nous puissions mettre à profit la présence des derniers témoins vivants qui, dans les décennies précédentes, ont inlassablement transmis aux jeunes générations pour pallier leur malheureuse disparition prochaine. Nous avons donc développé un certain nombre de produits et vous avez ici à l'écran 3 images assez intéressantes. La première, je commencerai par celle du bas, c'est l'image tout à fait traditionnelle de la transmission telle qu'elle s'est toujours réalisée. Vous avez en particulier ici le président de la République avec un vétéran américain, M. Andy Negra, et avec un vétéran français, le colonel Achille Muller. Tous trois ont pu échanger l'an dernier sur la plage d'Omaha Beach et partager des moments assez uniques. Nous avons toutefois souhaité prolonger ce type d'échange par une version plus numérique faisant appel à l'intelligence artificielle. Vous avez en particulier en haut à gauche une exposition qui a été labellisée de concert avec la Fondation Saint-Exupéry, Le Petit Prince, écrit par le commandant poète, étant sans doute l'un des poèmes qui parle le plus à la jeunesse et qui soit véritablement relié à un officier qui est tombé pendant les reconnaissances du débarquement de Provence. Le fil de la mémoire, que vous voyez sur la droite de cette diapositive, est une expérimentation que nous avons menée avec une société française qui s'appelle Iconem et le soutien de l'entreprise Microsoft. Il s'est agi, et c'était véritablement quelque chose de précurseur, de faire travailler 3 composantes ensemble. Tout d'abord, bien évidemment, les ingénieurs de chez Iconem, spécialistes en intelligence artificielle, mais également un historien de notre conseil scientifique et d'orientation, et surtout un opérationnel avec un officier qui était détaché au sein de la mission. Et cette alliance de ces 3 savoir-faire a permis la création d'un produit assez exceptionnel qui a été projeté à 3 endroits différents. Le premier à Saint-Lô avec le thème du débarquement en Normandie,
le second à Saint-Raphaël sur le thème du débarquement de Provence, et enfin une exposition conclusive que vous avez peut-être eu l'occasion de voir au musée de l'Armée. Toute cette présence de l'intelligence artificielle nous permet véritablement de rendre vivants des choses dont nous ne pouvons plus échanger physiquement avec les derniers survivants lorsqu'ils nous auront quittés. Et c'est très important pour les générations à venir. Pouvez-vous passer la suivante, s'il vous plaît? Pour en venir au thème du jour, le 8 mai, que commémorons-nous le 8 mai? En fait, les festivités du 8 mai sont liées à la signature de la reddition allemande le 7 mai au soir au poste de commandement du général Eisenhower qui se situe dans la ville de Reims. À l'époque, l'état-major s'était installé dans un lycée qui aujourd'hui porte le nom du musée de la reddition. Lorsque la nouvelle est arrivée jusqu'à Paris, la liesse populaire, donc le 8, a eu lieu, ce que vous voyez sur l'image du bas. Et il y a bien évidemment une deuxième signature de la capitulation allemande d'un niveau supérieur au niveau purement opérationnel, qui s'est cette fois-ci déroulée fort tard à Berlin. Et pour la France, c'était le général Delattre de Tassigny qui était présent. Voilà donc ce que nous allons commémorer le 8 mai. Cela va être articulé autour d'une cérémonie militaire un peu atypique, car elle a été décalée dans l'après-midi, aux environs de l'horaire du ravivage traditionnel de la flamme du soldat inconnu. Pourquoi non pas le matin comme habituellement, mais l'après-midi? Pour deux raisons. La première, pour permettre à tous ceux qui habitent dans des communes limitrophes ou en province de pouvoir commémorer eux-mêmes localement chez eux le 8 mai au matin et de pouvoir soit physiquement être présents aux Champs-Élysées et sur l'Arc de Triomphe, soit devant leur poste de télévision le 8 mai après-midi. Cette cérémonie sera suivie par une parade. Alors nous avons appelé ça parade et non pas défilé pour donner un côté un peu plus festif. Il a été rappelé tout à l'heure que cela serait introduit par la patrouille de France. Nous aurons également une centaine de véhicules d'époque, essentiellement des jeeps, avec des reconstituants. Nous aurons beaucoup de représentants du monde combattant, environ 200 avec leur drapeau. Nous aurons des enfants qui porteront des coussins avec les médailles des entités décorées de la médaille de la résistance française. Et nous aurons également 6 musiques, dont 5 vont représenter le côté international de cette commémoration. Nous avons invité les musiques des pays suivants: États-Unis d'Amérique, Canada, Grande-Bretagne, nos grands alliés de l'époque, également le Cameroun pour représenter l'ensemble des pays africains qui a débarqué en Provence. Et dans la réconciliation franco-allemande, nous avons également associé nos alliés d'aujourd'hui, que sont les Allemands. Et ces 6 musiques avec la garde républicaine française vont jouer ensemble un morceau qui sera un hymne à la liberté et qui permettra d'animer cette petite parade sur le haut des Champs-Élysées. Et par la suite, après cette phase de parade sur le haut des Champs-Élysées, France Télévisions a organisé un concert pour la paix qui sera diffusé vers 21h15, 21h30, heure de grande écoute, avec un spectacle qui sera animé par Stéphane Bern. Voilà pour ce qui concerne les festivités du 8 mai. Je vous propose la suivante pour terminer sur ce qui nous attend encore dans le cycle commémoratif. Ce qui nous attend encore dans les semaines à venir, c'est tout d'abord un rattrapage dans la mesure où dans le massif de l'Authion, sur les hauteurs de Nice, en avril 1945, les Allemands étaient très fortement retranchés et des combats très durs ont eu lieu dans cette zone. Simplement, tant la ville de Nice que la préfecture des Alpes-Maritimes étant extrêmement mobilisées par le sommet pour les océans qui va avoir lieu début juin, n'ont pas pu organiser la commémoration. Nous allons donc la décaler un petit peu, alors même qu'historiquement, la reddition des forces allemandes a eu lieu. Ensuite, nous allons, après cette fin des combats en Europe, terminer la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Alors évidemment, nous n'allons pas nous rendre au Japon, mais souvenez-vous que le 2 septembre, le général Leclerc
avait signé sur l'USS Missouri pour la France la reddition du Japon. Depuis le 9 mars et le coup de force japonais en Indochine, nous avons eu une bascule des combats. Et ce qui est extrêmement important à noter, c'est que si pour la majorité de nos concitoyens, les combats se sont arrêtés en Europe, il y a toute une génération de soldats qui a continué à combattre en Indochine pendant plus d'une décennie. Et j'en veux pour preuve le nom d'une promotion de Saint-Cyr, capitaine de Certeau, héros de la Deuxième Guerre mondiale, tombé en Indochine en 1947. Et puis nous conclurons cette belle séquence commémorative par un colloque les 6 et 7 novembre à l'Institut de France, dont le titre extrêmement important sera « Mémoire de la Seconde Guerre mondiale ». Et là, il y a tout un travail à faire pour permettre à nos successeurs, qui dans quelques années vont organiser le centenaire de la Deuxième Guerre mondiale, de pouvoir travailler correctement et d'avoir tout le matériau nécessaire à leur disposition.